Nous n'avons aucune preuve qu'il y ait un tueur en série en liberté à Houston, au Texas. Permettez-moi de le répéter. Il n'y a aucune preuve qu'un tueur en série soit en liberté dans les rues de Houston. Des rumeurs circulent sur TikTok et Instagram à propos d'un soi-disant tueur du bayou à Houston. 6 corps ont été repêchés dans les bayous de la ville en moins de 2 semaines et les spéculations vont bon train en ce moment. Nous allons analyser ce qui se passe réellement, les faits, les peurs, ce que disent les enquêteurs, et nous allons le faire avec la criminologue, la docteure Debbie Goodman. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime, je suis Jesse Weber. Y a-t-il un tueur en série à Houston? C'est assez effrayant d'y penser, n'est-ce pas, hein? Parce que les gens en parlent partout sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, des vidéos mettant en garde contre un soi-disant tueur du bayou accumulent actuellement des centaines de milliers de vues. Sur Instagram, les rumeurs se sont assombries après la publication d'un compte populaire. Quelqu'un rôde et attaque violemment des filles. Il les abandonne dans différents foutus bayous. C'est n'importe quoi, mec. Hé, vérifie pour ta famille, mec. Hé, mon pote, fais attention à leur famille. Quelqu'un tue ces gens toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Aujourd'hui, ce type de publication est devenu viral après la découverte de 6 corps dans les bayous de Houston en quelques jours. Pour certains, c'était comme le scénario d'un documentaire sur un fait divers. Mais lors de la conférence de presse, les responsables de la ville ont été très clairs. Nous n'avons aucune preuve qu'il y ait un tueur en série en liberté à Houston, au Texas. Permettez-moi de le répéter, il n'y a aucune preuve qu'un tueur en série soit en liberté dans les rues de Houston. S'il y en avait un, je vous le dirais moi-même. Mais voilà le problème. Quand vous entendez qu'on a retrouvé 6 corps dans les bayous, il est facile de comprendre pourquoi les gens pensent qu'il pourrait se passer quelque chose de plus sinistre, non? On dirait le début d'une série policière. On retrouve un corps après l'autre, encore et encore, sorti de l'eau. Chaque découverte ne fait qu'alimenter cette théorie. Alors, que se passe-t-il vraiment? Eh bien, essayons d'analyser la situation. Entre le 15 et le 20 septembre, la police de Houston affirme avoir retrouvé 5 corps dans les bayous autour de la ville. Le matin du 15 septembre, la police a retrouvé Jade Elise McKissick, âgée de 20 ans, dans le bayou Braz. Elle avait disparu 4 jours plus tôt après avoir quitté un bar de Midtown et s'être dirigée vers l'eau. Les enquêteurs ont déclaré qu'il n'y avait aucun signe de jeu déloyal dans sa mort. Quelques heures plus tard ce matin-là, un autre corps a été repêché dans Hunting Bayou, près de l'East Freeway. La police a identifié la personne comme Rodney Ricardo Chapman, 55 ans. Le lendemain, le 16 septembre, une troisième personne, Seth Joseph Hansen, 37 ans, a été retrouvée dans White Oak Bayou. Le 18 septembre, un quatrième corps a été découvert dans Buffalo Bayou, à Jensen Drive. Cet homme a ensuite été identifié comme étant Arnulfo Alvarado, âgé de 51 ans. Puis, le 20 septembre, la police a repêché un cinquième corps dans Buffalo Bayou, à North York Street. Cette victime était Michael Andrea Rice, âgé de 54 ans. Et enfin, le 26 septembre, un sixième corps a été aperçu flottant dans Buffalo Bayou, au centre-ville, près des rues Commerce et Millem. La police n'a pas encore donné de nom, attendant d'informer la famille. Un porte-parole à Houston Public Media indique que le corps serait celui d'une fille ou d'une femme. Et cela fait 6 corps en seulement 11 jours. C'est plutôt glaçant, pour dire le moins. Mais en fait, juste pour que vous le sachiez, cela porte le total à 15 décès jusqu'à présent cette année, selon la police de Houston. En comparaison, 24 corps ont été découverts dans les bayous de Houston en 2024. Ce sont les faits bruts. Après la frénésie sur les réseaux sociaux, les responsables de Houston n'avaient pratiquement pas le choix. Ils ont tenté d'éclaircir la situation et d'apaiser la communauté. Le maire John Whitmire a débuté la conférence de presse par un message direct. Il n'y a aucune preuve qu'un tueur en série rôde dans les rues de Houston. S'il y en avait un, vous l'entendriez d'abord de ma bouche. Ces 5 noyades tragiques découvertes en 5 jours sont alarmantes. Un seul, c'est déjà trop. C'est très frustrant pour moi d'être à la maison, de regarder les infos ou les réseaux sociaux et de voir des gens diffuser ce que je sais être faux. Malheureusement, la noyade dans nos bayous n'est pas un phénomène nouveau.
C'est un phénomène alarmant. Une découverte. Le chef J. Noé Diaz a présenté l'enquête, expliquant que les plongeurs du Honolulu Police Department avaient retrouvé les corps, sans preuve de lien entre eux. Notre équipe de plongeurs a repêché 5 corps dans les bayous à travers la ville de Houston entre le 15 et le 28 septembre. Il n'y a aucune preuve, et je le répète, aucune preuve suggérant que l'un de ces incidents soit lié aux autres. Dans chaque cas, le bureau du médecin légiste déterminera la cause du décès. L'enquête sur ces incidents est en attente de la décision du bureau du médecin légiste. Pour nous, en tant qu'agence, les rumeurs suscitent la peur et l'anxiété dans nos communautés. Il est important de se fier à des informations vérifiées et aux enquêtes. Ensuite, il y avait le capitaine Salam Zia qui a expliqué chaque cas aux journalistes en précisant que la cause du décès pour tous ces incidents était encore en attente. Je veux donc simplement réitérer que dans tous ces cas, dans les 5 cas, la décision concernant la manière et la cause du décès est toujours en attente. Le premier incident a donc eu lieu le 15 septembre. Un corps a été retrouvé dans le Brace Bayou au 4998 Spear 5 Freeway. C'était dans le Brace Bayou avant 10 heures du matin. Le médecin légiste a identifié la défunte comme Jade Elise McKissick, 20 ans. L'enquête préliminaire révèle aucune trace de traumatisme ni d'acte criminel. Mais encore une fois, je répète que nous devons attendre les résultats réels de l'autopsie. Un autre corps a été retrouvé le même jour. Il a été localisé dans le Hunting Bayou, au 13 400 East Freeway, vers 11h15, 11h50 du matin. Le bureau du médecin légiste n'a pas identifié la victime. Le suivant a eu lieu le 16 septembre. Le corps a été retrouvé à White Oak Bayou, au 2200 White Oak Drive, vers 13h25. Le bureau du médecin légiste n'a toujours pas identifié la personne décédée. Il y en a eu un le 18 septembre. Le corps a été retrouvé à Buffalo Bayou, au 400 Jensen Drive, vers 14h. Le médecin légiste n'a pas non plus identifié la personne décédée dans cet incident. Le dernier incident a eu lieu le 20 septembre. Un corps a été découvert à Buffalo Bayou, 900 North York Street, vers 8h25. Le bureau du médecin légiste a identifié la personne décédée, mais comme nous ne savons pas si le ou les proches ont été informés, il ne serait pas approprié pour nous de révéler l'identité de cette personne pour le moment. Et je veux simplement réitérer que je comprends que les réseaux sociaux sont le moyen de communication à notre époque. Mais souvent, de nombreuses informations non vérifiées circulent. Notre rôle comme détective et organisme d'enquête est de suivre la science et les preuves. C'est ça dans ce plat qui nous permet de travailler et sur quoi nous nous concentrons. L'explication du capitaine Zia souligne bien la difficulté, non? Jusqu'à ce que le médecin légiste termine les autopsies et les identifications, et jusqu'à ce que tous les tests puissent être effectués, cette enquête reste préliminaire. Mais même à ce stade précoce, la police affirme qu'il n'y a pas de schéma, pas de lien entre les victimes, pas de signature, aucune preuve n'indique nécessairement un acte criminel. Pourtant, même avec toutes les informations exposées, les spéculations sur les réseaux sociaux et les théories continuent. Elles prospèrent. Je veux analyser et approfondir cela. Pour m'aider à analyser, j'invite la criminologue Dr Debbie Goodman. Ravi de vous voir, docteur. Merci d'être venu sur Sidebar. Votre avis m'intéresse. Donc la police a dit qu'il n'y a aucune preuve, n'est-ce pas, liant ces décès pour le moment. Il n'y a aucun schéma, aucune signature. Commençons ici. Pouvez-vous expliquer ce que les enquêteurs, ce que les détectives recherchent habituellement lorsqu'ils soupçonnent qu'il y a un lien, lorsqu'ils soupçonnent qu'il y a un tueur en série? Commençons par là, en fait. Absolument. Eh bien, bonjour Jessie, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous savez, avant tout, le sujet même du meurtre est tellement mystérieux pour les gens, n'est-ce pas? Comme nous le savons, cela devient très intriguant, très fascinant. Donc, dès que quelqu'un pense qu'il existe une catégorie de meurtre, que ce soit un double homicide, un quadruple, un meurtre en série, un meurtre de masse, un meurtre familial, à l'école ou sur le lieu de travail, cela attire vraiment l'attention. Maintenant, en ce qui concerne les enquêteurs eux-mêmes, ils recherchent vraiment des schémas factuels. D'abord, ils doivent identifier qui sont ces victimes.
Y a-t-il un point commun? Elles sont dans la même tranche démographique, non? On commencerait donc par là. Et puis la victimologie est très importante parce qu'on veut aussi examiner les schémas factuels. En enquête, les schémas factuels concernent les 5 W et le H. Qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Donc on commence toujours par là pour tout type d'affaires de meurtre, mais toute cette idée de fascination et le fait que les gens soient vraiment attirés par ce genre d'affaires où l'on retrouve des corps dans une rivière, les gens pensent immédiatement, eh bien, c'est forcément un tueur en série. Mais Jessie, une partie de mon travail consiste à analyser les données en tant que criminologue, et les meurtres en série dans notre société moderne ne sont vraiment pas aussi courants que, disons, il y a plusieurs décennies. La préoccupation principale aujourd'hui, ce sont les meurtres de masse. Et juste ce matin, en vérifiant les données, depuis janvier jusqu'à septembre, alors qu'on approche de la fin du mois, il y a déjà eu 377 meurtres de masse aux États-Unis jusqu'à présent. Eh bien, c'est une statistique effrayante, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est intéressant. J'allais vous demander tout à l'heure, et je vais vous demander votre avis sur ce que vous pensez qu'il pourrait se passer dans cette affaire. Mettez ça de côté. Mettez de côté l'intérêt des réseaux sociaux pour cette affaire. Mettez ça de côté. Nous avons moins de tueurs en série. Est-ce parce qu'il est devenu de plus en plus difficile, non pas de commettre un crime, mais de vraiment, vous savez, commettre un crime et de le dissimuler? Ou est-ce que la technologie a changé avec les images de surveillance, par exemple? Tout le monde a un téléphone portable. Vous avez un localisateur géomarqueur, des messages textes, des emails. Est-ce que cela devient simplement de plus en plus difficile de commettre une série de crimes et de ne pas se faire attraper en 2025, à notre époque actuelle, qu'il y a 20 ou 30 ans? Absolument, à 100%. Tu as visé juste et tu as littéralement passé en revue tous les éléments exacts qui expliquent pourquoi il est si difficile d'y échapper. Mais pourtant, voici ce qui est intéressant. Quand on regarde la psychologie légale, et encore une fois, quand on examine n'importe quelle des affaires très médiatisées que tu présentes dans ton émission, ce qui m'intrigue beaucoup en tant que criminologue, c'est que la plupart des meurtriers, Jesse, encore une fois, qu'ils commettent un homicide unique, double, triple, quadruple, en série, de masse, dans une école, etc., ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Et n'est-ce pas fascinant? Comment et pourquoi, à notre époque moderne, quelqu'un penserait-il pouvoir s'en sortir alors qu'il y a des caméras partout, des téléphones portables prêts à filmer et à surveiller? C'est incroyable. Très bien. Alors, Dr Goodman, laissez-moi maintenant vous poser la question à 1 million de dollars. Vous avez entendu ce qu'ont dit les autorités ici. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun lien à ce stade? Êtes-vous d'accord pour dire qu'il ne semble pas y avoir de tueurs en série, qu'il ne s'agisse pas d'une ou deux personnes, ou de plusieurs personnes qui feraient toute partie de cela ensemble? Ou pensez-vous qu'il pourrait y avoir quelque chose ici? Je veux dire, c'est étrange. C'est inhabituel. Quelle est votre position à ce sujet? Absolument, je sais, étrange. C'est inhabituel, mais j'ai confiance en les experts des forces de l'ordre et en leur capacité à recueillir les informations et à regrouper la victimologie. Vous voyez, pour l'instant, encore une fois, nous ne savons pas vraiment qui nous cherchons parmi ce schéma. S'agit-il uniquement de femmes? S'agit-il d'hommes d'un certain âge? Vous voyez, cela va avoir de l'importance. Vous savez, de nos jours, disons plus modernes, même si nous venons de dire tout à l'heure que nous n'avons pas vraiment examiné l'ensemble des crimes de meurtre en série, peut-être à travers les décennies, mais pas tellement à notre époque moderne, dont le plus récent pourrait être celui de Gilgo Beach. Mais voyez-vous, quand on regarde cela et qu'on compare avec ce qui se passe actuellement avec l'affaire de la rivière Bayou, on connaît le schéma de victimologie. Nous examinons toutes de jeunes femmes qui appartiennent à un certain type dans l'industrie du commerce du sexe. Donc pour l'instant, je dirais simplement que oui, c'est inhabituel, oui, c'est étrange, mais rien ne me pousse encore à croire que nous avons affaire à un tueur en série. Il est tout à fait possible que nous ayons simplement des personnes différentes, de milieux différents, peut-être quelqu'un qui s'est suicidé, peut-être quelqu'un qui s'est noyé. Une autre personne pourrait être un sans-abri. Donc, il nous faut un peu plus d'informations pour vraiment prendre une décision fondée sur des faits. Pouvez-vous m'expliquer? La police et le médecin légiste enquêtent toujours sur ces décès.
Pouvez-vous expliquer pourquoi il faut du temps pour déterminer la cause du décès, établir des liens et préciser la manière du décès? Cela prend effectivement un certain temps. Je veux dire, nous couvrons aussi l'enquête Desfours VD, l'enquête David à Los Angeles concernant Céleste Rivas Hernandez. La cause du décès est différée, cela prendra du temps. Pourquoi cela prend-il un peu de temps pour arriver à une conclusion? D'accord, c'est une excellente question. Et comme pour tout le reste, si on regarde vraiment tout ce que les enquêteurs doivent faire, en commençant simplement par les critères de base des 5 WNDH, le qui, le quoi, le quand, le où, le pourquoi et le comment, rien que cela, ça paraît simple, mais en réalité, c'est très compliqué. Et ils ne veulent pas révéler de fausses informations au public afin d'éviter toute panique. Et je pense que c'est aussi ce qui se passe ici, que les forces de l'ordre essaient de contenir tout type de drame ou de pensées alarmantes qui, nous le savons, se répandent comme des champignons sur les réseaux sociaux. Est-ce un tueur en série ou un meurtrier de masse? Tous les messages, discussions et blogs en ligne, beaucoup de gens vont dans cette direction. Mais j'aime toujours rester calme et laisser les experts faire leur travail et démêler les faits. Tu sais, même récemment, on a parlé avant de commencer de l'affaire Kohlberger, n'est-ce pas? C'est ça. Affaire de meurtre de masse, mais il a fallu du temps pour déterminer qui était l'auteur. Mais nous examinons la victimologie pour déterminer également qui est le prévenu. Et oui, il faut du temps pour effectuer des analyses approfondies, des tests toxicologiques et d'autres choses de ce genre. Juste pour être clair, cependant, juste pour être clair, grâce aux analyses, à des examens plus approfondis, à une enquête plus poussée, il y a la possibilité qu'il puisse y avoir un tueur en série ici, Nexus-Spa. En d'autres termes, les gens peuvent avoir une idée fausse de ce que font ou ne font pas les tueurs en série. Mais cela dit, il ne serait pas incohérent d'avoir ce nombre de corps à ces endroits et que cela soit lié à une ou deux personnes, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a une certaine cohérence ici. Ce ne serait pas hors du domaine du possible, d'après votre étude des tueurs en série et de la façon dont ils évoluent, changent avec le temps et comment il pourrait y avoir un schéma. Il est possible qu'il y ait un lien à l'avenir, non? Oui, oui, je suis d'accord, j'essaie. Et même si on regarde des tueurs en série dont vos téléspectateurs reconnaîtraient facilement les noms, n'est-ce pas? Les Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Dennis Rader, Bind, Torture, Kill John Gacy, David Berkowitz, vous voyez, chacun d'eux a commis au moins 3, 4 meurtres ou plus sur une certaine période, et chacun d'eux a ce que nous appelons leur propre méthodologie de mise à mort. Vous savez, comment ont-ils participé au meurtre? Était-ce un coup de couteau? Était-ce une arme à feu? Était-ce une strangulation, une noyade? Donc tout cela devient très important et je ne suis pas en désaccord avec vous. Je pense qu'il y a clairement une possibilité que cela puisse relever du domaine d'un tueur en série. Et d'ailleurs, en parlant de la différence entre les crimes d'il y a 25, 30 ans et ceux d'aujourd'hui, nous avons vu TikTok. Des publications Instagram virales alertent actuellement sur un prétendu tueur du Bayou. Pourquoi des théories comme celle-ci se répandent-elles aussi rapidement en ligne, même lorsqu'il n'y a peut-être pas de preuves établies? Est-ce un manque de confiance envers les forces de l'ordre? Est-ce qu'il y a quelque chose, vous savez, que les gens en ligne, et peut-être les gens de cette communauté voient, ils font des liens que les forces de l'ordre ne font pas? Et encore une fois, c'est étrange quand plusieurs corps y sont retrouvés en peu de temps, mais il semble qu'il y ait cette volonté chez les gens de faire un lien et de soupçonner qu'il pourrait y avoir un tueur en série. Alors pourquoi, de votre point de vue, quand vous voyez cette conversation se dérouler en ligne, quel rôle jouent les réseaux sociaux ici pour diffuser l'information, qu'elle soit vérifiée ou non, vous savez? D'accord. Eh bien, les réseaux sociaux influencent vraiment la perspective des gens. Maintenant, est-ce un fait ou une fiction? Cela dépend vraiment de chaque individu de le déterminer. Mais encore une fois, parce que nous savons que n'importe quelle catégorie de meurtre est tellement fascinante que les gens, en 60 secondes ou moins, vont lire la publication, voir le titre, écouter, vous savez, un blog, un podcast et se faire une opinion. Maintenant, ils regardent combien de likes, combien de partages, et tout à coup, en l'espace de 60 secondes, une décision a été prise. Je pense aussi qu'une autre raison pour laquelle les gens vont dans cette direction, c'est l'évasion.
Vous voyez, tout le monde a un souci dans la vie, a un problème. Mais vous savez quoi? Quand tout à coup, on veut prêter attention à un crime potentiel très médiatisé, waouh, tout d'un coup, on met de côté nos propres problèmes et soucis. Et maintenant, il y a les détectives en ligne qui veulent s'impliquer dans les théories et essayer de comprendre qui a fait quoi, à qui, quand, où et pourquoi. Donc c'est vraiment probablement l'un des sujets les plus fascinants de notre époque moderne, probablement juste après, vous savez, comment perdre du poids et comment gagner de l'argent. Ensuite, comment résoudre un crime. Mais cela a aussi un impact sur la communauté. Si vous voyez cette conversation, est-ce que cela suscite de la peur dans la communauté? Est-ce que c'est un problème? Comment les forces de l'ordre gèrent-elles cela? D'accord. Eh bien, c'est toujours une préoccupation, surtout lorsqu'il y a un meurtre, quel qu'il soit. Mais je pense que du point de vue des forces de l'ordre, ils ne veulent pas que les choses prennent trop d'ampleur trop rapidement. Puis soudain, c'est comme des mauvaises herbes dans le jardin, ça devient une infestation alors que ce n'est peut-être pas basé sur des faits. C'est pourquoi il est vraiment important pour eux et aussi pour le public de surveiller ce qui est réellement révélé, quels sont les schémas et quels sont les faits qui restent vraiment là, plutôt que de se précipiter tout de suite dans la fantaisie ou la fiction de ce qui pourrait être au lieu de ce qui est. Et pendant qu'on en parle, je manquerais à mon devoir si je n'évoquais pas autre chose. Vous savez, le premier Texas, d'accord, Houston, ce n'est pas le premier endroit au Texas où plusieurs décès dans les cours d'eau ont suscité des craintes de tueurs en série, parce que si vous nous suivez ici sur Sidebar, vous connaissez Austin. Vous connaissez le lac Lady Bird. Il a fait la une des journaux après au moins 14 décès depuis 2022. Cela a fait naître des rumeurs sur un tueur en série. Les autorités, elles, ont constamment souligné qu'il n'y avait aucune preuve d'un tueur en série, que les décès étaient pour la plupart accidentels, souvent liés à une combinaison d'alcool et à un accès facile au lac. Mais souvenez-vous, en février 2023, Jason John, âgé de 30 ans, a été retrouvé mort dans le lac Lady Bird. Après une chute sur un sentier, le médecin légiste du comté de Travis a conclu à un accident. Quelques mois plus tard, en avril, le corps de Christopher Hayes Clark a été repêché dans le même lac, et bien que les entretiens avec la police et la famille aient suggéré qu'il n'y avait pas eu d'acte criminel impliqué. Les proches ont soulevé des questions concernant les circonstances entourant ce décès. En 2022, un homme de 45 ans a été abattu en conduisant près du lac. Les autorités ont ensuite arrêté et condamné le meurtrier. La police d'Austin a organisé des conférences et publié des communiqués pour rassurer le public, précisant que malgré la proximité des décès, les circonstances différaient. Elles variaient considérablement. Les autopsies n'ont révélé ni traumatisme ni acte criminel dans la plupart des cas. La ville a pris des mesures préventives, améliorant l'éclairage, les clôtures et la sécurité des sentiers. Dr Goodman, après avoir examiné les décès du bayou de Houston et ceux du lac Lady Bird, que pouvez-vous nous dire? Quel est votre avis? Et comment les enquêteurs distinguent-ils coïncidence, accident et schéma criminel? Ce n'était peut-être pas un tueur en série, mais il y avait bien des activités illégales, sans lien avec les autres décès. Oui, c'est pour cela que je pense, Jessie, aussi bien informés que nous soyons sur tous ces cas, chaque affaire mérite vraiment qu'on s'y attarde, qu'on lui accorde une attention particulière et qu'on analyse ses propres schémas fondés sur les faits. Maintenant, oui, une partie de mon travail en tant que professeur consiste certainement à comparer et à contraster les affaires, les tueurs et les victimes. Et très souvent, comme nous le savons, il y a les tueurs imitateurs. Mais je reste convaincu que je ne veux pas forcément sauter sur l'occasion de qualifier quelque chose de crime en série ou de meurtre de masse tant que nous ne savons pas vraiment avec un certain niveau de précision qui sont les victimes et quelle est la nature de leur mort. Et c'est pourquoi il est si important de savoir comment le médecin légiste statue. Vous savez, rappelez-vous, dans les deux catégories, les tueurs en série et les auteurs de meurtres de masse, ils sont très cohérents dans leur façon d'agir. S'ils décident d'utiliser un couteau, alors ils vont utiliser un couteau dans les affaires qu'ils continueront à mener. Si c'est une arme à feu, il y a des niveaux de cohérence. Si c'est la noyade, si c'est l'empoisonnement, si c'est l'étranglement. C'est pour ça que je pense qu'on doit simplement rester un peu en attente. J'apprécie votre remarque sur la sensibilisation et la sécurité qui reste primordiale.
Je rappelle chaque jour à ma famille, mes amis et élèves que la priorité reste la sécurité, la sûreté et la survie. Donc, nous devons tous appliquer cela. Et si quelque chose ne semble pas normal, ne sonne pas juste, ne paraît pas correct, nous devons prendre des mesures de précaution. Au fait, en regardant la plupart de ces affaires du lac Lady Bird, la plupart des victimes, je crois, étaient des hommes. Oui, les circonstances étaient différentes. Donc, d'un point de vue de criminologue, est-ce que c'est un schéma? Ce schéma, ou peut-être l'absence de schéma, est-ce que ça nous dit quelque chose sur la possibilité que ces morts soient liées? D'accord. Quand on voit de la cohérence et de la continuité, je dirais oui. Quand on regarde quelqu'un comme Jeffrey Dahmer, quel était son mode opératoire? Qui étaient ses victimes? Tu sais que c'était principalement de jeunes hommes avec qui il interagissait dans les bars. Vous savez, si on regarde quelqu'un comme John Wayne Gacy, c'est pareil. Qui étaient ces plus de 30 victimes de jeunes hommes? Donc, il n'y a pas vraiment de déviation par rapport au schéma, mais plutôt de la cohérence et de la continuité. Même le présumé tueur de Gilgo Beach, Rex Huberman, qui étaient ses victimes, de jeunes femmes dans la vingtaine ou au début de la trentaine. Fait intéressant, chez quelqu'un comme Bind, Torture, Kill Dennis Rader, attaché, torturé, tué, ses modes opératoires étaient plus dispersés. Par là, je veux dire qu'il y avait toute une famille, la famille Otero, il y avait des enfants, il y avait une mère et un père, il y avait aussi des femmes. C'est pour ça que cette affaire était un peu plus difficile, disons, à résoudre. Donc, je comprends tout ce que les arguments et les problèmes qui préoccupent vraiment le public. Mais je voudrais simplement mettre en garde contre le fait de devenir trop zélé en attribuant une étiquette ou une catégorie à une situation ou à des crimes avant que nous sachions vraiment. Peut-être que ce sont des accidents, peut-être des noyades. Sachez qu'il peut exister d'autres circonstances que des meurtres en série ou de masse. Puisque je dois vous poser une question sur la Nouvelle-Angleterre, un sujet déjà évoqué dans Sidebar. Au moins 11 personnes ont été retrouvées mortes en Nouvelle-Angleterre ces derniers mois. Des rapports proviennent du Rhode Island, du Connecticut et du Massachusetts, et les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire. Ils se sont accrochés à cette idée, il y avait des utilisateurs qui se sont accrochés à l'idée d'un tueur en série. Les forces de l'ordre n'ont cessé de rassurer en disant que les affaires ne sont pas liées. Mais encore une fois, les circonstances sont étranges. Les autorités de plusieurs juridictions ont enquêté sur ces décès, trouvant peu de preuves d'un schéma, comme nous l'avions évoqué. Parfois, la police a trouvé une explication claire. Par exemple, à Groton dans le Connecticut, il y avait Suzanne Wormser, âgée de 58 ans, qui a été retrouvée démembrée et entassée dans une valise. Mais la police a remonté sa mort jusqu'à son colocataire, Donald Koffel, qui a admis l'avoir tué à cause de $200 de crack manquant. Il fait maintenant face à plusieurs chefs d'accusation, y compris le meurtre et la falsification de preuves, mais d'autres décès récents, il reste sous enquête. Actuellement, rien n'indique qu'il soit lié à un réseau criminel plus large. Je vais quand même vous dire, bien qu'aucune preuve de tueur en série n'existe, la spéculation en ligne a culminé quand un groupe Facebook, d'abord appelé Tueurs en série de la Nouvelle-Angleterre, a affirmé que les corps étaient enterrés sur la plage de Scarborough, Rhode Island. La police a utilisé des chiens cadavériques suite aux informations reçues. Ils ont souligné la tension entre les théories des réseaux sociaux et le travail d'enquête réel. Alors, Dr Goodman, vous avez ici une situation où les enquêteurs ne se contentent pas d'examiner toutes ces affaires, ils doivent aussi essayer de calmer un peu le public. Maintenant, cela pourrait changer. Encore une fois, quelque chose pourrait évoluer. Quel était votre avis sur ce qui se passe en Nouvelle-Angleterre? Oui, Jessie, c'est toujours très similaire à ce qui arrive aux rivières du Bayou. Je veux suivre ces affaires, mais dans l'optique d'enlever l'alarme, d'enlever le drame et de vraiment me concentrer sur les faits parce que c'est pour cela que nous avons des enquêteurs des forces de l'ordre. Nous avons des agents et officiers locaux, d'État et fédéraux très compétents et bien formés. Je sais que c'est facile pour certains de rester en retrait et, vous savez, de pointer du doigt, de critiquer et de se demander pourquoi ça prend autant de temps. N'a-t-on pas vu cela avec Koberger? Nous en parlons depuis près de 3 ans et après 6 semaines, les gens demandaient « Où est-il? Qui est-ce » Est-ce qu'on cherche plusieurs personnes? Je peux aussi vous dire d'ailleurs, en termes d'analyse de données, quand on regarde les tueurs en série, quand on regarde les tueurs de masse, on n'a généralement pas affaire à plusieurs accusés.
Vous voyez, beaucoup de gens, et je comprends pourquoi, pensent que, oh évidemment, comment cela pourrait-il être une seule personne qui tue 11 personnes ou 33 personnes? Et l'esprit logique pense qu'il doit forcément y avoir plusieurs tueurs en liberté. Mais encore une fois, si l'on regarde simplement les analyses de données dans les deux catégories, on constate que dans la plupart des cas, il s'agit de tueurs isolés qui sont capables de commettre ce type de crime. Encore une fois, juste pour que les téléspectateurs comprennent bien la sémantique ici. Quand on parle d'un tueur en série ou d'un crime en série, on parle de 3, 4 meurtres ou plus qui ont eu lieu à différents endroits sur une certaine période de temps. Cependant, c'est la préoccupation actuelle qui m'inquiète vraiment en tant que criminologue avec les 377 meurtres de masse que nous avons déjà observés de janvier à septembre. Mais le meurtrier de masse est la personne qui commet 3, 4 meurtres ou plus en une seule fois à un seul endroit. Merci Dr Debbie Goodman d'avoir rétabli la vérité. Nous continuerons à suivre la situation. Mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir de lien concret, du moins selon les enquêteurs. Si quelque chose change, nous en parlerons ici. Merci beaucoup pour votre temps, je vous suis reconnaissant. Merci. C'est tout pour cette rubrique. Merci à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À bientôt.